Bonjour, Bonjour. Bonjour à tous. merci d'être là. On va peut-être se laisser, allez, il est 15h02, une minute pour laisser éventuellement un peu de temps à tout le monde de se connecter. Il est à 15h03, on attaque. Il est 15h03, donc je vous propose de commencer. Voilà, est-ce que normalement vous avez tous mon écran partagé? J'espère que c'est bien le cas. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce webinaire qu'on a organisé dans le cadre de l'accompagnement des établissements dans la vague 2 du Ségur et qui va aujourd'hui parler des certificats. Donc, ce webinaire sera animé par Alexandre Esca, ici présent, responsable de mission sur cette partie, notamment, entre autres, certificats à l'ANS. Laurent Fenwick de l'assurance maladie, que vous connaissez certainement très bien maintenant, et moi-même, Nolwenn François de la Task Force Hôpital, à l'ANS également. Donc, petite règle d'usage, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent par cœur. Les micros sont coupés par défaut. On vous invite, parce qu'on a souvent des bruits parallèles, donc c'est pour la bonne compréhension de tout le monde pendant ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet QR que vous trouvez dans la barre de Teams. Pour poser toutes vos questions, je pense qu'on aura largement le temps de traiter l'ensemble des questions aujourd'hui. Et j'entre d'ores et déjà dans le vif du sujet. Voilà. Donc, une petite introduction pour ceux qui suivent régulièrement l'ensemble de nos webinaires et que je remercie au passage. Vous devez connaître cette introduction par cœur, mais on la rappelle à chaque fois au cas où nous aurions des petits nouveaux. Mais je vais passer très rapidement dessus. C'est un petit rappel sur le contexte de cette vague 2 et du Ségur pour les établissements de santé. Donc, on a fait on a fait les premières étapes et dont la vague 1 du Ségur qui nous amenait à doter les logiciels ou un certain nombre de logiciels métiers pour ce qui concerne les établissements de santé, en priorité le DPI et tout le circuit, donc référentiel d'identité en vague 1 et puis plateforme d'intermédiation qui permet de faire ces échanges de documents, mais également pour ceux qui sont concernés, le RIS en imagerie et les systèmes de gestion de laboratoire pour ceux qui ont des plateaux de biologie. Voilà, et l'idée était de permettre, via une qualification des INS, de déployer les envois de documents au DMP dans les profils Mon Espace Santé des patients, ainsi que d'envoyer de manière la plus fluide possible les documents via messagerie sécurité de santé. Et dans cette vague 2, l'idée est donc de permettre à l'ensemble des professionnels de consulter, voire de récupérer des documents qui auraient été intégrés dans le DMP et également d'intégrer de manière automatisée, lorsque c'est possible, des documents reçus par messagerie sécurité de santé, le tout au sein du DPI et ainsi, on espère faciliter, fluidifier l'ensemble de la prise de connaissance par les professionnels de santé des informations importantes pour les patients et du coup d'assurer un suivi facilité et enrichi de la prise en charge de l'ensemble de la population. Voilà où nous en sommes. Si je ne clique pas au bon endroit, il ne se passera rien. Et donc, sur la partie vague 2 hôpital, qui est le premier dispositif de cette vague 2 qui a été lancé, le guichet de référencement, donc pour les éditeurs, pour leur permettre de déposer l'ensemble des preuves liées à cette vague 2 est ouvert depuis le 21 juin. Donc, on a un certain nombre d'éditeurs qui actuellement dans le circuit du référencement. Et le guichet de dépôt des bons de commande
qui a été ouvert le 12 septembre. Donc, depuis le 12 septembre, les éditeurs, même par anticipation avant d'être référencés, peuvent déposer auprès de l'agence, de l'ASP, qui s'occupe de cette partie-là, les bons de commande qui auraient été signés avec leurs clients établissements de santé. Voilà, donc ça, c'est la dernière information, la plus récente la dernière étape avancée sur ce sujet-là. Je ne reviens pas sur l'ensemble des dispositifs qui sont actuellement, sur lesquels on travaille actuellement ou qui sont actuellement ouverts pour les établissements de santé. Et je passe la parole à Alexandre pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en réalité. Voilà, Alexandre, c'est à toi. Merci Nolwenn. Comme l'a dit Nolwenn, donc le but c'était de vous partager un peu un état sur les certificats, vous partager les différences par rapport à la vague 1 et aussi quelques retours d'expérience qu'on a eu par rapport à cette première vague pour anticiper du coup l'arrivée des futurs certificats sur la vague 2. Donc ici, on vous a remis l'ensemble des certificats qui sont nécessaires du coup par rapport aux différents services Ségur qu'on a listés à gauche. Normalement, les deux premiers, vous les connaissez très bien puisque cela faisait déjà partie de la vague 1. Donc il y a le DMP et l'INSI. Donc, pour rappel, le DMP a besoin de deux certificats, un certificat org signe et un certificat org hot cli, qui n'ont pas de nommage particulier. Donc c'est deux certificats à part. Et le téléservice INSI, on a un autre aussi qui est org Hotly, donc qui ressemble à celui du DMP, à l'exception près que celui de l'UNSI a des nommages particuliers. Donc on l'a remis à droite en fonction du type d'appel. C'est soit le INSI Manu, soit le INSI Auto. Si jamais vous voulez avoir un peu exactement la précision, on vous a remis le guide qui réexplicite tout ça. Mais normalement, avec la vague 1, là-dessus, c'est connu, c'est les deux services qui sont déjà mis en place. Sur la vague 2, du coup, on va plutôt aller sur les trois qui arrivent, les trois suivants. Le premier, ProSanté Connect, qui reprend du coup le même certificat que le DMP, donc avec aucune règle de nommage particulier, donc qui peut être mutualisable. De la même façon, pour la messagerie sécurisée de santé, on a ce même certificat, donc Organtli, qui pareil, n'a pas de nommage particulier par rapport à l'INSI, donc on a le même que celui du DMP. La messagerie va nécessiter un autre certificat, qui lui sera le CERV SSL, qui est lié à la sécurisation de l'espace de confiance. Celui-là est nécessaire uniquement pour les opérateurs, donc les établissements de santé n'ont pas à récupérer ce certificat, c'est uniquement pour ceux qui mettent en place les solutions autour des messageries sécurisées de santé. Enfin, le dernier service Ségur qui va être la partie Dreambox, donc lui pareil a ses certificats qui lui sont propres, de la même manière que la MSS, donc la messagerie sécurisée de santé, où on a du coup un espace de confiance, c'est la même chose pour la Dreambox. Et du coup, il y a aussi ce certificat CERV SSL qui permet la sécurisation des échanges entre les différentes Dreambox. Et ensuite, on a, en fonction de vos besoins et de ce que vous avez, vous, notamment dans les établissements chez vous, donc vraiment en fonction de chaque cas, des certificats plutôt du marché, donc qui ne sont pas chez nous, qui permettent du coup les deux fonctions de la Dreambox, donc soit la partie source, soit la partie consultation RIS DPI. Je ne sais pas si tu veux passer à la suite. Tu es en muet, Noé, si tu parles. Pardon, je ne cliquais pas au bon endroit, donc j'essayais désespérément d'essayer. Je ne sais pas si si je te mets toute la Ouais, diapo d'un coup. parfait, merci. Pour la patrie Dreambox, du coup, on vous a remis un petit résumé d'à quoi elle correspond, parce que c'est un nouvel outil qui est arrivé. Donc, il permet le partage d'informations sur la partie imagerie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment deux fonctions. Il y a une fonction de production source qui permet du coup de valider, une fois que le compte rendu d'imagerie est validé, de l'envoyer directement dans le DMP, vu que la Dreambox va le chercher du PAX. Et une deuxième fonction, donc consommation, qui lui va faire l'inverse, donc il va se connecter au DMP, permettre l'affichage de ces données et des rapports d'imagerie ou toute information liée à cela pour les utilisateurs qui souhaitent voir pour un patient donné. Donc ça peut donner plusieurs cas d'usage, hein, soit un cas vraiment une fois qu'on a produit les données, de vraiment pouvoir les importer de manière facilitée et sécurisée dans le DMP, mais aussi pour ceux qui potentiellement n'ont pas d'imagerie, mais qui ont des patients et qui ont besoin de voir les résultats d'imagerie, de les visualiser grâce à cette Dreambox. Si jamais vous voulez en savoir plus,
il y a un webinaire qui avait été fait dédié à ce sujet-là, dans le cadre du Ségur. On vous a remis le lien en dessous, et puis je crois de souvenir qu'il y a en fin de présentation un récapitulatif de tous les webinaires en lien avec le Ségur. Du coup, n'hésitez surtout pas à consulter ce webinaire pour en savoir davantage sur la Dreambox, et notamment plein de schémas par rapport au fameux certificat. Alors, Alexandre, je vois dans les messages que on t'entend pas forcément très bien. Ah, Est-ce que, je ne sais pas si tu peux augmenter le micro, mais du coup, parler plus près ou plus fort. alors, je peux parler plus fort. Alors, je vois pourtant que mon micro est quasiment au maximum. Donc, je vais essayer de parler plus fort dorénavant. Je pense qu'on est bon sur cette diapo, Nolan. Alors, pour la suite, on vous a plutôt remis des points d'attention, en tout cas des retours d'expérience qu'on a reçus et qu'on a constatés depuis la vague 1 avec l'arrivée des certificats. Donc, ça va être des choses à capitaliser pour la vague 2 et potentiellement pour éviter quelques écueils qu'on a pu observer lors de la première vague. Le premier concerne les changements de raison sociale. Ce qu'on a pu observer, c'est quand un établissement changeait de nom, soit dans le FINES ou dans le SIRET, et que ce nom-là n'était pas le même que celui qui est indiqué dans les données du certificat. Donc, vous savez, quand on commande un certificat, il y a plein de données d'identité de la part de l'établissement à saisir, dont le nom de l'établissement. En fait, on s'est rendu compte que le certificat, du coup, ne marchait pas. Donc, on a rencontré plusieurs cas, soit quand les personnes commandaient les deux certificats du DMP, donc vous savez, il y a les deux, donc, le Authent et le Sign, qui étaient commandés et que quand ces commandes ont été faites pas au même moment et qu'entre deux, il y a eu un changement de réseau social, bah, du coup, on a eu des problèmes d'utilisation du certificat, ou on a eu aussi, pour certains, un souci par rapport à la messagerie sécurisée de santé, puisque du coup, ça les a sortis de la liste blanche de l'espace de confiance, et de ce fait, l'utilisation de la messagerie était inopérante. Du coup, voilà, faites juste attention à ces changements de raison sociale, à bien les reporter dans les certificats pour éviter que cela puisse arriver dans le futur. Le deuxième point d'attention qu'on voulait vous mettre en évidence, puisque cela va arriver, si ce n'est pas déjà arrivé pour certains d'entre vous, c'est que les certificats ont une durée de vie limitée. On a deux durées de vie différentes. Pour tous les certificats org, ils ont une durée de vie de 3 ans, et pour tous les certificats SSL, ont une durée de vie de 2 ans. Du coup, il faut faire effectivement très attention à cette durée de vie de certificat, puisque vous allez arriver à un moment où vos certificats vont expirer. De notre côté, au niveau de l'ANS, on a mis en place des mails de rappel par rapport à cette date d'expiration des certificats qui sont envoyés 60 jours avant et 15 jours avant l'expiration du certificat. Donc, vous en recevez deux. Ces mails sont envoyés à l'adresse mail que vous renseignez ou que votre administrateur technique a renseigné lors de la commande du certificat. En fait, au moment où vous faites toute la démarche sur le site PFCNG et que vous commandez le certificat, à un moment, il y a une case où on vous demande de saisir une adresse mail, qui est du coup l'adresse mail qui peut être celle que vous souhaitez ou celle que l'administrateur technique souhaite. Donc, il n'y a vraiment pas de limitation. On n'est pas obligé de mettre exactement l'adresse mail de la personne qui fait la demande ou de l'administrateur technique directement. Donc, ça peut être à votre main et vous pouvez le signifier à l'administrateur technique si jamais vous avez délégué la commande de certificat. Ce qu'on nous recommandons, et c'est ce qu'on a mis dans les guides depuis le début, mais on le répète parce que c'est très important, c'est de ne pas mettre une adresse mail personnelle, mais vraiment mettre une adresse mail de service sur cette adresse mail-là. Parce que tout simplement, si la personne s'en va, et ça peut arriver en l'espace de 3 ans ou 2 ans, du coup, vous ne recevrez pas ces mails. Et généralement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous vous rendez compte que les certificats expirent au moment où le service ne fonctionne plus. Ou en tout cas, vous n'avez plus accès au service. Donc, le fait de mettre une adresse mail de service vous permet du coup d'avoir une adresse mail qui généralement dure plus longtemps dans le temps. Et du coup, forcément, des personnes qui sont encore présentes au sein de votre structure ou de l'hôpital pour que derrière, vous puissiez réagir et faire les commandes de certificats nécessaires. Du coup, je reprends peut-être juste pour celle-là. Sur qui vient en introduction de la présentation de l'évolution des évolutions à venir sur la gestion des finesses
dans les échanges avec le DMP, il est attendu de manière générale d'avoir le finesse géographique dans les statistiques d'alimentation DMP notamment. Et donc, celui-ci est transmis avec les documents envoyés au DMP. Ça, c'est vrai pour un ensemble de programmes, même si pour ce qui est des établissements publics et des établissements juridiques sur le programme Ségur, on a jusqu'à présent, dans le cadre du financement SONS et dans le cadre de SONES, suivi les données d'alimentation au niveau du finesse juridique pour ces établissements. On est bien resté aussi sur du géographique pour les privés et les hôpitaux interarmés. Donc, on a besoin également de ce finesse-là pour suivre les indicateurs IFAC. Donc, c'est un petit rappel pour dire que, en fait, même si on a un peu dérogé à la règle dans le cadre des programmes Ségur, je pense, Laurent, que tu dirais ça comme ça. On a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet. La règle, enfin voilà, le numéro, le degré, pardon, attendu d'information et du niveau géographique, donc finesse géographique. La difficulté qu'on rencontrait, c'est que jusqu'à présent, les certificats étant rattachés eux-mêmes à finesse, qu'ils soient géographiques ou juridiques, les documents transmis au DMP et donc qui passaient par ce certificat-là avaient forcément le même finesse que celui du certificat. Donc, si on installe un certificat juridique, on est obligé d'envoyer les documents sous finesse géographique. Or, les statistiques sont faites, les relevés sont faits à partir de ce qui accompagne, hein, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, c'est le VIHF, mais on va dire qui accompagne le document qui est transmis au DMP. Donc, quand c'est le finesse juridique, on ne peut pas retrouver l'alimentation au niveau finesse géographique. Et d'autre part, c'est en termes d'affichage pour les patients dans mon espace santé ou pour les autres professionnels, beaucoup moins parlant, voire complètement différent entre le libellé de ce qu'on peut lire quand on a le finesse juridique et ce qu'on peut lire quand c'est un finesse géographique qui est plus précis pour la provenance, pour identifier la provenance d'un document, en tout cas son émetteur, quoi, en tant que structure. Voilà, donc comment on fait pour pouvoir alimenter le finesse, enfin alimenter les documents en les taguant avec un finesse géographique alors même qu'on aurait un certificat juridique, puisque l'idée c'est d'arriver à simplifier cette commande de certificat et regrouper sous une entité juridique. La première chose, c'est d'avoir une PFI, du moins le logiciel qui envoie ces documents, qui doit être homologué auprès du CNDA dans sa version 2.08 et on va revenir sur ce point dans les diapos suivantes. Vous assurer, lorsque c'est le logiciel qui a généré le document et le lot d'envoi au DMP, s'assurer que ce logiciel-là est bien en mesure d'envoyer le finesse d'alimenter avec le finesse géographique pour transmission à la fameuse plateforme PFI qui, elle, est homologuée et et génère l'envoi vers le DMP via les certificats. Et pour information ou rappel, ces exigences-là, ces capacités-là pour la PFI, l'obligation d'être homologuée, et pour le DPI de transmettre le finesse géographique avec les documents, est bien intégrée dans la vague 2 du Ségur. Voilà. Et du coup, pour compléter et continuer sur ce sujet de l'homologation DMP en 2.08, comme vous le saviez, il y avait toujours des règles un peu particulières sur la commande de certificat et sur quel établissement faire porter le certificat en fonction du type de structure dans lequel vous faites partie. Donc avant cette fameuse homologation, pardon, notamment pour les établissements privés, il y avait une obligation que le certificat soit porté sur l'entité géographique. Et en fait, après cette homologation, le certificat du coup peut être porté par le juridique ou le géographique, que ce soit un établissement public, privé ou un groupe de dialyse. Donc, ça permet de simplifier ce sujet-là et surtout que chacun puisse commander et gérer ses certificats en fonction des besoins locaux que vous avez.
Ça, c'est sur la partie homologation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un impact sur le jeton VIHF, donc comme a évoqué Nolwenn, par rapport aux documents, ou avant, du coup, avant l'homologation, s'il y avait le fichier du document devait être identique à celui du certificat. Ce qu'il faut savoir, du coup, après l'homologation 2.08, il faut juste faire attention si le certificat est porté par le finesse juridique, que le jeton VIHF document doit avoir le finesse géographique du site émetteur, qui est la seule subtilité en plus. Ouais, si je peux rajouter un petit complément Bien sûr. d'information, Alexandre. Et effectivement, tous les contrôles qui sont effectués au niveau du SI-DMP lors de cette alimentation partent de l'annuaire santé. C'est-à-dire que on a au niveau du RAS, en fait, les établissements qui sont identifiés, juridiques et géographiques, avec les deux rattachements, donc le finesse juridique et le finesse géographique. Et donc, quand vous utilisez effectivement un certificat juridique en positionnant un autre avec le finesse donc du juridique porté par le certificat et que vous positionnez dans les différents champs author institution du lot de soumission ou du document, vous allez positionner un finesse qui est différent. Donc, s'il est différent, c'est que c'est forcément un finesse géographique qui est rattaché au finesse juridique. Donc là, il y a ce contrôle qui est effectué au niveau du SIDMP pour valider effectivement qu'on est bien en présence d'un finesse géographique qui est rattaché au finesse juridique qui est porté par le certificat. Voilà. Donc tous les contrôles partent au niveau du CNP partent de l'annuaire santé et de ce qu'on intègre au niveau du RAS, suivant les mises à jour qui nous sont poussées par l'ANS. Merci Laurent. Je continue? Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, attends, parce que là, moi, je suis perdue. Ouais, j'essaie On a de suivre quelques aussi. questions dans le chat. Alors, j'ai répondu j'ai répondu sur ta réponse. Je suis désolée. Pas de Je souci. n'avais pas vu. J'avais préparé mon message. Alors, est-ce que tu veux qu'on avance pendant que je regarde les questions? Oui. Et on pourra toujours les reprendre en fin de présentation s'il le faut. Ouais. Euh, pour aide, on vous a remis ici, alors cette liste date du 11 août 2024, la liste des DPI et PFI qui ont passé l'homologation en V2.08. Si cela peut vous aider pour savoir si vous pouvez bénéficier notamment pour les établissements privés, des certificats sur le juridique aussi. Alors, je veux bien que tu recliques un coup, Nolwenn. Oui, c'est la question que je me posais. Il me semblait bien qu'il manquait quelque chose, mais je n'osais pas changer de diapo. Et dans tous les cas, on vous a remis ici le lien du GIE Système Vital qui reprend du coup ces homologations et du coup vous pouvez vérifier puisque forcément cette liste va évoluer au fur et à mesure et du coup là-dessus vous pouvez la voir à jour à tout moment. Et enfin du coup on anticipe une dernière question par rapport aux certificats et notamment pour les structures qui ont fait porter les certificats sur géographique et qui verraient un intérêt à l'homologation puisqu'ils ont la possibilité de le faire porter sur juridique. De comment ils font pour le faire. Du coup, on vous a remis ici l'ensemble du processus. Comme si vous voulez porter le certificat sur juridique, il faut que nous, à l'ANS, on vous connaisse au niveau juridique. Il faut que vous puissiez avoir les cartes au niveau juridique et que derrière, vous puissiez du coup avoir accès au portail Mes habilitations, au PFCMG, au niveau juridique. Et du coup, il faut forcément refaire le processus. Donc, ça sous-entend faire le contrat en indiquant bien sûr le finesse juridique, donc recevoir bien sûr vos cartes au niveau juridique, refaire la déclaration d'administrateur technique au niveau juridique. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, à mon avis, ont utilisé le formulaire 413 pour faire cette habilitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un projet au sein de l'ANS de supprimer ce formulaire, parce qu'on a une plateforme qui existe, qui est le portail Mes habilitations. Du coup, je vous incite, une fois que vous ayez vos cartes, notamment que ce soit mandataire ou de représentant légal, à utiliser ce portail. En fait, vous êtes autonome, vous n'avez même pas besoin d'attendre que l'ANS fasse la démarche de validation de ce formulaire pour que vous ayez l'administrateur technique qui est désigné. Donc, vous êtes rapide avec le portail. Et vu que le formulaire va être amené à disparaître, voilà, on vous invite à prendre maintenant
l'habitude d'aller plutôt sur le portail. Mais si jamais vous voulez utiliser le formulaire encore, n'hésitez pas, il n'est pas encore enlevé. Et ensuite, du coup, une fois que vous ayez fait tout ça, et ben, c'est de la même façon, il faut se reconnecter sur la plateforme de l'IVC Santé, retélécharger les certificats correspondants et les mettre en place par la suite. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions sur ce processus, on vous a aussi remis juste en bas de page le guide de commande de certificat au niveau de l'hôpital, qui reprend toutes ces étapes une par une et qui réexplique notamment parfois quoi saisir à quel endroit dans les différents formulaires. Donc n'hésitez surtout pas à le reconsulter. On le tient à jour très régulièrement de notre côté sur ce même lien. Alors, voilà l'ensemble des éléments qu'on pouvait vous rappeler sur le contenu. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on vous renvoie vers les détails de documentation en ligne sur les portails qui sont eux-mêmes accompagnés de mode d'emploi si vous avez des difficultés. Il y a aussi un support qui peut être contacté chez nous en cas de difficulté. Et il faut surtout ne jamais hésiter, ne jamais attendre pour pouvoir les contacter. Cette dernière partie rappelle un peu l'ensemble des chantiers qui vont concerner les établissements sur la vague 2. Je propose plutôt de prendre les questions qui sont dans le chat. Alors, on a déjà répondu à 2-3 petites choses. Il y a une première question qu'on n'a pas répondu, mais pour lequel peut-être que Laurent, vous sauriez mieux. C'est sur le mode R. Oui. Alors, oui. Alors ouais, j'étais en train de regarder, je sais pas si je vois toutes les. C'est une question qui est posée parce qu'il y a il y a question-réponse et conversation. Donc du coup, Oui, alors la c'est question, c'est dans question-réponse, ouais. Voilà. La différence entre le MODER et les certificats DMP déployés au niveau des logiciels en établissement de santé, par exemple. En fait, il y a je dirais presque que c'est un petit peu à part. Enfin, c'est pas grand-chose à voir. C'est que au niveau du MODER, on est sur un mode d'authentification effectivement qui va s'appuyer sur un certificat personne morale avec une délégation, donc une délégation d'authentification du professionnel de santé qui aura été déléguée au système d'information de l'établissement de santé. Du coup, vous pouvez avoir un certificat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture d'une structure, d'un établissement en MODER se fait obligatoirement à la maille géographique. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir l'autorisation d'utiliser le MODER pour consulter les documents sur une maille juridique. Donc ça va se faire obligatoirement sur une maille géographique. Par contre, donc il y a tout le processus en amont de déclaration et de passage par ce portail d'auto-homologation qui permet aux responsables ou au directeur d'établissement d'aller certifier qu'il est conforme au référentiel. Donc cette partie-là peut se faire à partir d'un certificat juridique ou géographique, ça, il n'y a pas de souci, puisque derrière, il y a de toute façon un entretien qui sera fait avec cette personne-là, donc responsable de l'établissement ou directeur, avec une validation de l'identité, etc., pour bien s'assurer qu'on est bien en présence de la bonne personne. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, portail et déclaration que tout est conforme au niveau de l'entité géographique. Au niveau du MODER et de l'utilisation dans le logiciel. Donc, vous allez avoir, prenons le cas où vous allez avoir un certificat juridique. Pardon. Donc, vous avez ouvert une autorisation R sur un site géographique et donc l'établissement va s'authentifier avec son certificat juridique. Toujours pareil, donc sur les transactions de consultation. Donc, il y aura bien sûr le RPPS du professionnel de santé qui sera également véhiculé
dans le VIHF et qui aura été authentifié au niveau de la structure. Et donc derrière, il faudra juste spécifier dans les requêtes, effectivement, l'author institution dans le VIHF qui sera, du coup le finesse géographique qui aura l'autorisation de pouvoir faire ces consultations en MODER. Donc le contrôle, bien entendu, ne se fera pas sur le certificat au niveau de l'accès en MODER, mais se fera bien sur l'author institution du VIHF pour vérifier que on a une ouverture en MODER de cet établissement. Je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-Luc. Du coup. Est-ce que peut-être on va passer à la question suivante et puis Ouais. si ce n'est pas suffisant. Si c'est pas suffisant, n'hésitez Jean-Luc, pas à me mettez-nous un dire. petit message supplémentaire. Alors, Euh, qu'est-ce qu'on a ensuite? On avait un point d'attention sur la contractualisation par rapport au FINES. Nous avions commandé le certificat MSS pour sur notre FINES géographique, puis nous avons dû contractualiser sur le FINES juridique. La MSS ne fonctionnait plus car notre FINES juridique ne correspondait pas à l'établissement du FINES géographique référencé dans la liste blanche. Alors effectivement, on pourrait l'ajouter à la liste de nos points d'attention, en fait, un changement d'identifiant. Et j'ai vu, mais c'était dans l'autre conversation tout à l'heure, une remarque sur à peu près la même chose, il faut que je le retrouve, en cas de changement de SIRET ou de raison sociale d'un établissement et que nous avons déjà commandé les certificats, doit-on réeffectuer une demande de certificat par l'administrateur technique? Concrètement, quelles sont les actions à effectuer? Donc, en fait, le sujet, il est de deux ordres, effectivement. Si vous changez d'identifiant, comme un finesse, c'est important que ce soit mis à jour. Donc, nouveau certificat, mais j'ai envie de dire, même si on est sur le finesse, nouvelle contractualisation, parce que la contractualisation, elle se fait sur la base du finesse avec l'ANS avant de pouvoir, du coup, retirer ces certificats. Enfin, identifier le responsable légal, les administrateurs techniques et le retrait des certificats. Donc, voilà les actions qui sont à effectuer en cas de changement de finesse, d'identifiant qui a été utilisé pour vos certificats, ce qui peut être aussi le SIRET. Quand on est sur la raison sociale, il n'y a pas forcément besoin, puisqu'on ne touche pas à l'identifiant. En revanche, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, si vous avez des certificats qui ne sont pas cohérents entre eux, dans ce que vous avez installé, notamment les 2 certificats nécessaires pour envoyer les documents au DMP, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir, quand vous avez plusieurs certificats, des certificats qui contiennent les mêmes informations et la même raison sociale. Donc, il faut en recommander et vous retournez sur la plateforme de commande des certificats et vous retirez de nouveaux certificats qui correspondent à ceux que vous utilisez. Est-ce qu'on peut mettre le micro à Jean-Luc du coup, parce qu'apparemment il y a peut-être des points complémentaires à préciser. Ah Je sais oui, pas si Thomas, je pense que c'est toi qui as la main. Oui, tout à fait, je le fais de suite. C'est M. Van Chouris. Je n'inclus pas trop le nom. Alors du coup, Jean-Luc, vous avez la parole. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non? T'as réussi, Thomas? Vous m'entendez? Oui, très Oui. bien. C'est bon. Oui, bon, je viens d'activer le son. En fait, je n'ai pas compris ce que vous m'aviez dit. Je suis désolé. Vous avez En utilisé fait, des acronymes, des en définitions que je ne connais pas en fait. En fait, le certificat que vous allez commander au niveau DMP, le certificat d'authentification
pour le coup. Oui, La structure, c'est ce certificat-là qui va être utilisé aussi bien pour faire de l'alimentation. Donc là, on n'est pas en moderne, hein, on va alimenter des documents dans le DMP, on oui, s'authentifie et on fait de l'alimentation avec ce certificat. Mais quand vous allez d'accord, utiliser les accès en moderne, c'est-à-dire quand vous allez donner la possibilité à des professionnels de santé de la structure d'aller consulter les DMP, du coup, vous allez utiliser le même certificat. Donc, il n'y a d'accord, pas de différence. Le certificat reste le même. Voilà. Donc, d'accord. voilà. Ouais, alors, je suis désolé, hein, je comprends pas trop la différence entre le mode R et les certificats. Alors, le, le pourquoi on mode, appelle ça mode R? alors, le mode R, c'est l'authentification indirecte renforcée. C'est Indirect. l'acronyme indirect, ouais, renforcé. C'est le fait, en fait, d'autoriser la consultation du DMP sur la base d'un certificat, donc personne morale, D'accord. d'accord, sans authentifier directement le O- professionnel de santé Ok. qui s'authentifie via sa carte D'accord. CPS ou SIP, etc. Mais il faut que obligatoirement, donc l'établissement a été autorisé à utiliser ce mode d'authentification et que derrière soit véhiculé dans le VIHF, dans l'authentification, on va dire, qui est portée pour la consultation, soit véhiculé l'identifiant national du professionnel de santé sur laquelle va être basée la consultation. Et ça, cette identification du professionnel de santé, justement, c'est la particularité du MODER. C'est pour ça qu'il y a une contractualisation et une validation en amont. C'est que cette authentification du professionnel de santé au sein de la structure, elle a été faite sur une authentification forte qui est portée par la structure à double facteur et que la structure nous garantit que eux, de leur côté, ils ont correctement authentifié le professionnel de santé et validé ses droits à la consultation du DMP. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de délégation d'authentification du professionnel de santé au niveau de la structure. Et en fait, le MODER, c'est juste pour dire ce mode d'authentification indirecte qui normalement ne donne pas la possibilité à un professionnel de santé de consulter, dans ce mode renforcé, c'est pour dire justement, on s'appuie sur un certificat personne morale, mais parce qu'en amont dans la structure, on Ouais, je a comprends. identifié directement le professionnel de santé. Ouais, je comprends, c'est plus clair. Merci. Ah bon, je vous en prie. Merci, merci Laurent. Alors, une autre question. Dans le cas des EHPAD où les éditeurs portent les démarches et sont admin techniques, cela fonctionnera-t-il de la même manière? Laurent, tu veux répondre? Ah ben là, je Dire pense que oui. c'est pour la commande des certificats, c'est Oui, plus pour Alexandre. Ouais. oui, oui, je pense que, enfin, je vois pas de raison pour laquelle ça fonctionnerait pas de la même manière. Le processus est le même, effectivement, pour le sanitaire et le médico-social. Alors, Et la on seule a. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Ouais, je voulais dire juste spécifier, la seule différence aujourd'hui pour les EHPAD par rapport aux autres secteurs d'activité, c'est que aujourd'hui, contrairement aux autres secteurs d'activité, il n'y a que le secteur d'activité. Alors les EHPAD, je crois que de mémoire, ça doit être 17. Le 17, ouais, secteur d'activité exactement. 17, ouais. Lui, c'est une obligation, on doit passer forcément par un certificat, un finesse géographique en alimentation. Sinon, c'est bloqué. Pour les autres secteurs d'activité, aujourd'hui, c'est pas encore bloqué. Nous, on préconise fortement d'utiliser un finesse géographique pour toutes les raisons qu'a indiqué Nolwenn au début du webinaire. Et à terme, ce qu'on va faire, effectivement, c'est faire comme pour les EHPAD, c'est qu'on va bloquer l'alimentation sur le finesse géographique pour avoir une cohérence d'ensemble sur les pratiques sur le terrain, quoi. Voilà. Et donc, les éditeurs de dossiers usagers informatisés, notamment, ou de PFI qui œuvrent dans le secteur médico-social, se sont lancés depuis longtemps maintenant sur cette homologation qui permet d'avoir cette différenciation finesse juridique, finesse géographique, pour bien avoir le finesse géographique dans les documents envoyés au DMP et pouvoir par ailleurs avoir des certificats sur le finesse juridique. Ce qui est d'autant plus recherché pour les EHPAD qui sont rattachés à un établissement de santé qui lui-même
s'il est public, aura tendance à avoir installé des certificats juridiques. Alors, je passe à une autre question. Pour le téléservice INSI, si les agents utilisent des cartes CPS nominatives, le certificat est-il obligatoire? Eh bien non, puisque finalement, c'est l'un ou l'autre. Si vous vous connectez, si vous faites l'appel au téléservice INSI avec les cartes, vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser, c'est que vous n'utilisez pas le certificat en fait. Par contre, vous pouvez l'installer si vous avez des agents qui utilisent des cartes et d'autres qui font l'appel au téléservice sans utiliser des cartes. Mais c'est vrai que c'est assez courant, notamment sur les guichets en établissement de santé, d'avoir des cartes CPE nominatives, puisqu'elles servent par ailleurs à d'autres services aux agents d'accueil. Et donc, elles sont depuis longue date utilisées dans les établissements. Et donc, elles peuvent servir aussi, si elles sont nominatives, à l'appel au téléservice INSI. Alors, avant de passer sur celle-là, je vais repasser dans l'autre conversation parce que j'ai vu qu'il y avait des choses tout à l'heure qu'on n'a pas forcément traitées. Le changement, on l'a fait. Alors, nous avons aussi le cas où l'administrateur technique est le responsable de la structure lui-même. S'il s'en va, il faut tout reprendre depuis le début de la procédure de commande, mis à part la contractualisation avec l'ANS, puisque c'est le responsable de structure qui nomme les administrateurs techniques. Eh bien, oui, c'est le responsable de structure ou bien le mandataire qui aura été désigné par ce responsable de structure. Oui, Donc, c'est ce que j'allais dire effectivement, ce que j'allais dire dans vas-y, ces vas-y. cas-là, tu as les mandataires qui peuvent faire ce travail-là. En fait, il suffit du coup que le représentant légal indique un mandataire dans la structure ou plusieurs pour éviter justement ces départs. Et du coup, via le portail Mes Habitations notamment, les mandataires peuvent désigner les administrateurs techniques. Ça peut vous faire gagner du temps plutôt qu'effectivement refaire tout le processus de zéro si jamais les deux sont communs. Et on a en dessous une question qui se rattache au portail Mes Habilitations, je pense. Avec une carte de représentant légal, est-ce que je peux désigner un mandataire directement sans passer par les formulaires? Oui, sur le portail Tom. Si vous êtes sur le portail Tom avec les CPE, vous pouvez donner le rôle de mandataire sans passer par les formulaires. Vous êtes autonome encore une fois. Voilà. Et si, par exemple, vous retrouvez très facilement le lien vers le portail Tom à partir du site, sur le site de l'ANS. Mais si vous tapez même Tom ANS, ce sera un des liens qu'on vous proposera sur Google. Alors là, je retrouve une question sur le mode R. J'ai envie de dire qu'on y a répondu. Du coup, comment est tracée l'identité du professionnel qui consulte un DMP à travers le mode R pour que cette consultation apparaisse de manière nominative dans le DMP MES du patient? Alors, quand on dit qu'on ne demande pas l'authentification directe du professionnel, ça ne veut pas dire que l'identifiant de ce professionnel n'est pas transmis au DMP, puisque dans les transactions de consultation, le logiciel donc qui a l'homologation de consultation qui va faire depuis le dossier patient, a priori, en tout cas dans la vague 2, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Cet appel en consultation au DMP va transmettre le RPPS du professionnel. Et c'est d'ailleurs avec ce RPPS que non seulement on va tracer l'identité du professionnel, mais également croiser avec la matrice d'habilitation pour identifier les droits qu'a ce professionnel, puisque vous savez, ils sont différents suivant qu'on est, je sais pas, médecin, pharmacien, infirmier ou autre profession habilitée à consulter un certain nombre de documents dans le DMP. C'est parfait, Nolwenn. Et pour les internes, eh ben, c'est la même chose. Les internes, ils ont un numéro d'RPPS. Et si on regarde bien la matrice d'habilitation, ils ont les mêmes droits que les seniors de leur filière. Ah, pas dit de bêtises. Non, tout à Alors, fait, c'est bon. on a fini de ce côté. Je rebascule sur l'autre onglet. Tu veux que je reprenne? Je suis devant là où on s'est arrêté sur le Q&A. Vas-y. Alors, il y a une question sur l'alimentation du DMP via un certificat. Est-ce qu'il est possible pour les structures dont les professionnels ne sont pas salariés de la structure ou faut-il nécessairement une authentification par ProSanté Connect?
Je pense par exemple au réseau de cancérologie qui porte le DCC avec un certificat au nom du réseau, mais dont les secrétariats médicaux aux différents établissements publics et privés en région. Donc là, on est dans le cadre d'une alimentation qui est portée en indirect, ce qu'on appelle en mode indirect, c'est qu'on s'est authentifié, c'est l'établissement de santé qui s'est authentifié avec son certificat et qui va alimenter un document en identifiant au niveau donc, du lot de soumission et des documents tout un tas de métadonnées en fait qui va permettre d'identifier le responsable légal du document ou les différents auteurs du document. Donc pour répondre à la question de Benoît, c'est oui, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui en indirect hein, qui se fait entre le professionnel de santé et la structure en fait. Voilà. Bonjour Laurent, je sais pas si on m'entend bien. Oui, 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 c'est juste pour une petite Benoît, ouais. correction. Ouais, une petite correction par rapport à ce que tu dis. En fait, le certificat là, il n'est pas porté par les différents établissements. Il est porté par le réseau de cancérologie. Et en fait, par contre, après, les différents professionnels de santé travaillent pour les différents établissements. Mais le certificat, il est Ouais, vraiment porté par le réseau. Et en fait, il n'y a pas de rattachement, on va dire, des différents RPPS des professionnels de structure ouais. à leur employeur, à leur finesse employeur, parce que le finesse employeur, c'est leur structure sanitaire, mais que là, c'est vraiment un outil qui est porté par les réseaux. On parle pas des grades là. Non, on parle pas Non. des grades, on parle Pas grave. des... Ouais, Sur les grades, je sais que c'est une question à part et que c'est autre chose. Mais ouais. là, on parle vraiment des réseaux de cancérologie qui ne sont pas des grades. Oui, Et après, je c'est-à-dire me pose aussi la même question pour la consultation, mais je pense que là, c'est encore plus compliqué pour l'utiliser le mode AIR en consultation avec ce type de système. alors non, c'est pas plus compliqué, c'est pareil, c'est-à-dire que pour répondre, là j'ai compris là. Donc oui, c'est possible, c'est-à-dire tu vas pouvoir t'authentifier avec ta structure, quelle qu'elle soit. À partir du moment où cette structure elle est identifiée au niveau de l'annuaire santé, qu'elle a une activité, enfin que tout est correctement défini, donc elle va pouvoir s'authentifier et on va pouvoir donc alimenter des documents avec des professionnels de santé qui ne sont pas forcément rattachés à la structure. En Ok. attente indirecte, c'est possible. En attente indirecte, c'est possible. Après, en termes de lisibilité, il faut que le patient, effectivement, l'usager, quand on va aller alimenter son document, donc il va voir quelle structure a alimenté son document. Et après, derrière, il va voir aujourd'hui ce qu'on voit dans mon espace santé. Et on va faire évoluer le système l'année prochaine. Mais pour l'instant, ce qu'on voit quand on vous alimente des documents dans mon espace santé, on voit le légal authenticator, c'est-à-dire c'est le responsable du dépôt du document, c'est-à-dire c'est le responsable du lot de soumission qui est affiché aujourd'hui au niveau de mon espace santé. Ça peut poser un certain nombre de soucis aujourd'hui. D'accord. Par exemple, quand c'est une secrétaire dans une structure qui alimente des documents, on ne voit pas le nom du médecin ou du responsable légal du document, on voit le nom du responsable légal du dépôt du document. Et là, dans ce cadre-là, ça peut être une secrétaire et l'usager peut voir le nom de la secrétaire. Et aujourd'hui, ça peut être un peu perturbant de voir apparaître ça dans mon espace santé. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Mais ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Et en termes de consultation, pareil, hein, nous, on a la structure qui nous garantit qu'il a authentifié ses professionnels de santé derrière avec un système double facteur pour dire je sais qui c'est. J'ai validé les droits de ce professionnel de santé et je l'autorise à les consulter avec son RPPS identifié, etc. Donc on sait, nous, directement quelle personne va consulter et il consulte dans le cadre de cette structure-là. Donc on peut remonter toute la chaîne, mais il n'y a pas de blocage aujourd'hui. Ok. Et juste, du coup, en termes de structure qui alimente le DMP, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est là où j'ai pas très bien compris. Du coup, si mon espace santé, ça sera plus le réseau de cancérologie qui sera affiché, vu que c'est lui qui
porte le certificat, donc porte le lot, ou si c'est l'établissement ou directement le professionnel qui réalise le document. Bah, si le réseau de cancérologie, là, il a un certificat, c'est-à-dire il est identifié au niveau du RAS, Oui. il est identifié avec un juridique, un géographique, et donc il a toute légitimité aujourd'hui. Alors pour peu que ça soit vraiment un secteur d'activité qui soit aujourd'hui autorisé en alimentation au niveau du DMP. Mais il a toute légitimité à alimenter des documents en provenance de professionnels de santé. Après, derrière, il faut que, que les différents champs, les différentes données soient correctement alimentées pour qu'on puisse retrouver, ou que l'usager puisse se retrouver également, quoi. Et en termes de ce qu'a expliqué Nolwenn au début, en termes de financement, etc., il faut faire attention, voilà, à respecter ce que vous voulez si jamais il y a des financements à la clé, quoi. Ok, merci. Merci. Alors, on a une question qui m'intéresse particulièrement. Je viens de répondre dans le chat très rapidement, mais je voudrais revenir dessus. Qui est comment cela se passe pour les GHT et qui est complétée par, et pour être plus précise, quelle est la logique de gestion des certificats multi-entités juridiques? Donc, non. On est sur des certificats par entité juridique et pas multi-entité juridique. Donc ça, c'est important de le rappeler puisque on pose la question. La doctrine là-dessus est très claire, elle n'a pas changé, elle ne change pas. On ne commande pas de certificat valable pour plusieurs entités juridiques et dans les cartes des GHT, on doit avoir des certificats pour chaque entité juridique du GHT. Ça, c'est important. Et l'évolution qui a été présentée tout à l'heure par Alexandre qui permet, et Laurent qui permet de différencier le finesse géographique lié au site dans lequel on a fait le document qu'on envoie au DMP et le certificat qui peut avoir un finesse juridique, ça ne fonctionne que si le finesse géographique du document appartient au finesse juridique du certificat. Si vous faites ça avec le finesse juridique de l'établissement partie, ou même de l'établissement support, la logique va souvent être plutôt celle-là. Pour un finesse géographique d'un des établissements parties, ça ne passe pas. Donc, c'est bien ça qu'il faut absolument garder, avoir en tête. On est sur des entités juridiques séparées, avec chacun ses responsabilités, et donc pas de mutualisation des certificats au niveau juridique. Voilà pour les questions. Dernière de mon côté, est-ce que le mode R sera ouvert aux solutions de e-parcours où la consultation UDMP restera exclusivement possible via les cartes CPS et CPS? Oui, ça ne sera pas ouvert Bon, au e-parcours. bonjour. Oui, Excusez-moi. bonjour. C'était pas tout à fait ça ma question sur les les entités juridiques. Ah. C'était comment les plateformes, les PFI, gèrent, comme ils n'ont qu'un dossier médical, qu'un DPI, c'est comment les PFI gèrent. Bien sûr, il y aura plusieurs certificats, mais donc les PFI sont faites pour gérer, d'envoyer pour chaque entité juridique le bon dossier, puisque c'est un seul et même DPI. Enfin, est-ce que pour les éditeurs côté PFI, tout est clair dans cette façon d'envoyer les documents? Enfin, comment sont gérés le cas des GHT dans le cadre de la version 2.08? Je ne sais pas si je suis plus précise dans ma Ouais. question. Alors, je vais essayer de répondre, de compléter ce qu'a dit Nolwenn. Tu me diras si c'est plus clair. Aujourd'hui, alors, au niveau du guide d'intégration, on a fait des évolutions depuis le 2.08. On est sur une version de 2.9.1, mais la 2.9.1 porte bien entendu tout ce qui était présent dans le 2.08 au niveau assouplissement des règles entité juridique géographique. Du coup, pour les PFI, donc aujourd'hui, elles peuvent alimenter des documents qui sont répartis sur plusieurs sites géographiques, d'accord, et éventuellement plusieurs sites juridiques. Donc normalement, elles doivent avoir à minima, ce que disait Nolwenn, un certificat par entité juridique. OK. Et donc,
Et donc, ce qui a été défini dans la vague 2 du Ségur, me semble-t-il, c'est un message d'échange HL7 qui permet de porter, quand on a un DPI, par exemple, qui va demander l'alimentation d'un document à une PFI, on a un message qui permet de dire, ben voilà, d'identifier l'établissement pour lequel il vient et le site géographique pour lequel il faut alimenter le document. C'est-à-dire qu'avec ce message HL7, la DPI vous dit, ben voilà, moi je suis ce site géographique, alimente-moi mon document. Et donc, à partir de là, vous devez avoir le rattachement juridique géographique. Vous devez savoir la PFI, pardon, doit avoir le rattachement juridique géographique. À partir du géographique, il doit savoir quel certificat juridique il peut utiliser. Et donc, il va pouvoir trier. Enfin, je sais Ok, pas, après, j'imagine ok, que ok, tu vois, il va y avoir des tris qui vont se ouais. faire et des lots d'alimentation qui se fera avec le bon certificat et le bon finesse géographique. Et les éditeurs sont conscients de ça, oui. Bon, mais d'accord, on verra Ah bien. bah, ça Ouais, a été expliqué comme ça, en tout cas, ok, sur la partie exigence vague 2. Ouais. d'accord. Ok, merci. Je sais qu'il y avait au moins un éditeur qui savait pas bien gérer ça jusqu'à il y a peu de temps. Je ne sais pas où ils en sont dans leur développement, mais effectivement, avec cette évolution-là et dans le cadre des exigences vague 2 et dans le cadre de leur plan d'évolution à eux, ils ont fait des évolutions pour savoir gérer plusieurs Plusieurs entités. certificats, ouais, plusieurs entités juridiques. Ouais, parce que D'accord, merci. Ouais. et du coup, avant, comment ça se passait? Ils étaient dans le même cas de figure, mais ils alimentaient tout avec le même certificat juridique? Donc on Non, avait, ouais. Mm. un regroupement de tous les documents, sur des certificats, sur des sites qui n'étaient pas forcément les bons, sans doute. Mhm. Mais ça, Oui. c'était Bon, problématique, ouais. Ouais, ça, ouais, c'était vraiment problématique, ouais. ok, à Mm. suivre. Merci. Voilà. Alors, du coup, peut-être qu'on Alors, peut je ne sais reprendre la question qu'on a passée un peu vite. C'est le mode R pour les solutions de e-parcours où la consultation UDMP restera exclusivement possible via les cartes CPS ou ICPS. Oui, oui, oui. Alors pour l'alimentation, c'est sûr. Alors pour l'alimentation, e-parcours, on est sur du certificat grade, là, j'imagine. Donc là, effectivement, comme il n'y a pas de rattachement juridique, géographique, donc oui, forcément. Donc c'est pas autorisé, en fait, d'alimenter avec un certificat grade. Et pour la consultation, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'ouverture du géographique est portée par le responsable de l'établissement sur la base du certificat qui aura été défini, comme je disais tout à l'heure, soit juridique, soit géographique. Donc, on ne pourra pas recevoir du coup de demande R, de consultation R, sur la base d'un certificat grade qui ne sera pas rattaché au site géographique. Donc, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, forcément, on sera sur de la consultation ICPS pour ces cadres-là, pour ce cadre-là. Alors, allez-y, vous avez levé la main. Sébastien Oui. Grand-Pierrin. Oui, bonjour, je travaille pour Allez-y. le grade PACA et en fait, voilà la question. Bon, vous avez répondu effectivement sur le mode R, donc on sait effectivement qu'on ne pourra pas utiliser de certificat grade pour alimenter le DMP. La question, c'était sur le mode R, dans le cas où on n'utilise donc pas un certificat grade, effectivement, mais on utilise le certificat de la structure. Donc, par exemple, si un DAC commande un certificat de personne morale, est-ce que ce DAC-là, il pourra consulter le DMP en mode R? Où le mode R est complètement coupé pour les solutions de e-parcours et on est uniquement sur du CPS, ICPS classique. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que
dans votre VIHF, quand vous allez vouloir faire une autontente indirecte renforcée, donc pour pouvoir activer la consultation dans ce mode-là, donc vous allez forcément utiliser le certificat, donc là du DAC pour le coup, si vous commandez ce certificat-là, mais l'ouverture R, lui, sera basé sur un finesse géographique. Et donc, est-ce que le certificat DAC, par rapport au finesse géographique du site, ils sont rattachés dans l'annuaire santé? Si la réponse est oui, donc ça marchera. Si la réponse est non, ça ne marchera pas. Ouais, Et donc, ouais. Je pose la question parce que je crois que j'avais entendu il y a un moment effectivement que le mode R ne serait pas ouvert aux solutions de e-parcours, mais j'avais entendu ça vraiment. Moi, je pense que effectivement, aujourd'hui, ce qui est poussé, c'est que la partie R en consultation est dirigée vers ProSanté Connect, hein, vers une connexion, une authentification ProSanté Connect. Tu m'arrêtes, Nolwenn, si je dis des bêtises. C'est peut-être. Alors, c'est pas encore fait, mais on y va. Pour l'instant, il n'y a pas de. On n'est pas du tout sur. Enfin, c'est pas encore intégré avec ProSanté Connect tel qu'on aimerait le voir. Et c'est une authentification forte qui n'est pas forcément ProSanté Connect. Et ensuite. En définitive, pourquoi je pose la question, c'est que si on réfléchit un petit peu plus largement, donc là, c'est la partie consultation. Si via les outils de e-parcours, la partie consultation est réservée effectivement aux cartes CPS, ICPS, l'alimentation, elle, pourra se faire donc soit avec le certificat de personne morale de la structure, donc du DAC ou etc., soit via les cartes CPS ou ICPS. En définitive, autant directement tout faire avec des cartes CPS et ICPS en définitive. C'est-à-dire du coup, pour ces structures-là, quelle va être réellement la plus-value d'utiliser un certificat de personne morale? Puisque de toute façon, pour consulter, ils n'auront pas de choix que de passer par les cartes. C'est une question un peu plus large, hein, en définitive, mais c'est lié c'est concrètement lié au sujet des certificats, en définitive, puisque il n'y aura pas forcément d'intérêt à aller commander un certificat. En fait, c'est ce que je me suis dit. Quelle est l'utilité si au final, ils vont être bloqués au niveau de la consultation? Ils n'auront pas le choix, en définitive, d'utiliser des cartes. C'est-à-dire que si on leur dit ne commandez pas de carte, c'est inutile, puisque du coup, vous allez pouvoir alimenter le DMP via le certificat, mais après, derrière, pour la consultation, vous allez être bloqué, vous serez obligé de commander des cartes. Autant commander des cartes tout de suite. Ah oui, mais effectivement, pardon, j'avais zappé un truc, c'est passer par ProSanté Connect, effectivement. Oui, c'est ça. Peu importe. Quand je dis commander des cartes, c'est passer par que ça soit carte. C'est un abus de langage, vous avez raison. C'est utiliser ProSanté Connect avec carte CPS ou ICPS. D'ailleurs, peu importe, parce que dans les DAC, il n'y a pas que des professionnels de santé, il y a aussi des professionnels à rôle. Donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est qu'au final, quel est l'intérêt d'utiliser le certificat de personne morale pour alimenter le DMP si de toute façon la consultation derrière ne sera pas possible via le mode R? Autant directement leur demander de contractualiser pour avoir des cartes CPS ou ICPS. Enfin, c'est une réflexion plus large, hein, mais c'est lié à ce sujet, en définitive. Oui. Après, c'est une organisation interne aussi qui joue là-dessus, mais effectivement, là, on est plus orienté pour l'instant dans le cadre des établissements de santé où ce mode-là est normalement avoir largement la préférence plutôt que d'utiliser des connexions, enfin des cartes CPS pour l'ensemble des professionnels. Ou ProSanté Connect qui nécessite d'avoir un smartphone. Ok, merci pour la réponse. Alors, il me semblait qu'il y avait autre chose, mais je ne suis pas sûre en fait. Sur la partie Q&A, on a fait l'ensemble des questions. On a une main levée, Philippe Goré, si vous voulez prendre la parole. Oui, non, moi c'était pour revenir par rapport à l'authentification à hier, là. Moi j'avais compris qu'il fallait passer un certificat avec la CNAM. Alors c'est une contractualisation à faire avec la CNAM. Une contractualisation, d'accord. C'est toujours d'actualité, quoi. Oui, absolument. Oui. Ok. Bon, d'accord, merci. En fait, il y a la partie sur le mode R, il faut distinguer, on peut distinguer sur le volet technique, pour lequel il faut avoir une homologation donc, qui se fait auprès du CNDA.
une installation sur site avec donc ces fameux certificats dont on a parlé. Et il y a Ouais. aussi une contractualisation par ailleurs qui donc là, elle n'est pas technique, mais une autorisation de la CNAM, donc qui passe par cette fameuse contractualisation spécifique pour pouvoir utiliser le mode R. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien. Nous avons une autre main levée. Oui, c'est à nouveau Emmanuel Léonard, désolé. C'est toujours par rapport au DPI pour les VHT. Donc, vous avez répondu à la partie alimentation du DMP, mais qu'en est-il pour la partie consultation depuis un DPI quand on est multi-entité juridique? Ah ben, c'est pareil, chaque DPI va identifier, doit connaître les différentes entités juridiques dans lesquelles il est installé et utiliser les certificats ad hoc de ces Mais différentes entités. Là, vous parlez, c'est en mode R ou on est. oui, Ah, d'accord. Ok. ou en mode, je ne sais pas si Ah ben, Monsieur Dubreux peut prendre mon relais pour bien expliquer. Il veut pas. C'est plus, alors, ou le mode R ou le lien contextuel, je ne sais pas. alors, Est-ce que tout passe bien? en fait, donc il y a possibilité d'utiliser ProSanté Connect. Donc aujourd'hui, via le DPI avec un appel contextuel, effectivement, qui peut se faire sur le WebPS pour aller. Mais là, on authentifie directement le professionnel de santé depuis le DPI avec son authentification ProSanté Connect. Et donc là, l'accès se fait en dehors d'un moderne et il se fait directement sur le WebPS DMP. Donc ça passe pas En par un mode, certificat, c'est ça? Ouais. Ouais. non, ça passe obligatoirement par un accès direct qui va se faire soit en D'accord. ProSanté Connect, soit avec sa carte CPS, mais les deux sont possibles. Du coup, il n'y a pas de souci de Aujourd'hui, ce côté-là. Ouais. là, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Par contre, effectivement, si on passe sur une authentification indirecte renforcée, donc là, on passe par le certificat de la structure, donc entité le certificat juridique, là, on part sur le principe que ça va être ce qui va être utilisé, donc certificat juridique, un logiciel qui est forcément homologué pour faire du moderne, donc soit en accès direct via intégré au LPS ou un appel contextuel sur une transaction spécifique du WebPS qui permet un accès en mode R. Mais là, quoi qu'il arrive, vous allez devoir identifier le finesse géographique rattaché à la structure. Donc là, il faut qu'il y ait un rattachement géographique juridique qui se fasse pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a passage du RPPS du professionnel de santé qui se fait de manière transparente puisqu'il a été authentifié avant, que vous allez reporter dans le VIHF. Donc ça peut marcher comme ça aussi. Mais par contre, les éditeurs, ils ont peut-être pas bien pris ça en compte. C'est peut-être ça, non? Bon, on verra bien. Aujourd'hui, Ouais. c'est porté par la vague 2, ouais. D'accord. Ok. Dans les exigences des pays de la vague 2, ouais. Parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, c'est pareil, mais les DPI, ils sont capables de différencier les différents finesses géographiques des sites, qu'il y ait plusieurs entités juridiques ou pas à l'intérieur. Ouais, mais après, il faut savoir s'il arrive à remonter sur l'entité juridique pour être cohérent. Enfin, voilà. Bah, ok. Ouais. Bon, faut voir comment ils gèrent ça. Utiliser le bon certificat, effectivement. C'est ça. C'est Ouais. ça. Ok. Bon, on verra en retour sur le terrain. Merci. J'ai fini avec mes questions. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, moi, je n'en vois pas, sauf faire de ma part. Eh bien, super. Je vous propose juste de faire donc un petit rappel, si je reprends le fil de la présentation. J'ai cliqué trop de fois. Donc, je ne vais pas vous recommander ça, mais c'est les différents chantiers qu'on a identifiés a priori sur l'ensemble des fonctionnalités vague 2 qui peuvent être mises en place en établissement de santé et donc tous les chantiers à anticiper, à préparer dans le cadre de cette vague 2 pour pouvoir être
prêt à déployer l'ensemble des fonctionnalités lorsque les versions seront disponibles chez vous. Voilà, donc avec des parties organisationnelles, d'autres plus techniques. Et aujourd'hui, notre sujet se trouvait plutôt dans les chantiers techniques, on est tous d'accord. Et nous organisons des webinaires régulièrement sur l'ensemble de ces sujets. Donc, on vous a remis ici, et donc le support sera en ligne avec le replay très bientôt sur le site de l'ANS, par le lien sur la page des webinaires. Donc là, vous avez le lien vers le replay de l'ensemble des webinaires qui ont été réalisés dans le cadre de la vague 2 à l'hôpital depuis sa sortie et même sa pré-sortie au mois d'avril. Vous voyez que c'est donc thématique à chaque fois. Et ici, les prochains. Alors, celui d'aujourd'hui qui est resté dans les prochains, à l'heure où on a rédigé ce support, il n'était pas passé. Et puis, les prochains qui vont se dérouler jusqu'en novembre, les prochains planifiés, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas encore d'autres après. Mais pour l'instant, on s'arrête au 12 novembre, le dernier en date pour lequel nous avons fixé une date. Et on vous invite à, d'une part, vous y inscrire si vous avez de l'information sur ces sujets-là et à nous faire des retours. Surtout, n'hésitez pas par le formulaire de contact sur du Ségur, Task Force Hôpital ou autre. Si vous avez d'autres questions, pour qu'on puisse y répondre, ou si vous avez aussi des demandes de webinaires sur des sujets qu'on n'aurait éventuellement pas identifiés, car nous ne sommes pas infaillibles, ou des sujets sur lesquels il serait intéressant qu'on revienne pour revoir certains points spécifiques ou réexpliciter des éléments qui n'auraient pas été très clairs pour vous et qui devraient l'être absolument pour pouvoir vous permettre d'avancer sur ces sujets-là. C'est en tout cas notre souhait que ce soit clair pour vous tous. Voilà. Écoutez, c'était un webinaire qui, pour une fois, laissait énormément de place aux échanges, aux questions-réponses. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Vous m'envoyez ravie. Et écoutez, merci à vous. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Et à très bientôt pour les prochains. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne journée, Au au revoir. revoir.